Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Le Cameroun a un peu plus emprunté de l'argent cette année. En fin mars 2025, la dette du pays a augmenté de 5,7% par rapport à l'année dernière, atteignant les 14 442 milliards de francs CFA. Une hausse modérée compensée par une légère baisse récente d'1,4% par rapport au mois et trimestre précédent. Toutefois, le pays reste loin de la zone rouge, fixée à 70% par les institutions africaines. D'après la Caisse autonome d'amortissement, la quasi-totalité de cette dette est utilisée à environ 93% par l'État central pour financer ses projets. Les entreprises publiques en représentent 7% et les collectivités territoriales décentralisées à peine 0,2%. Si la dette des entreprises est légèrement en baisse et celle des villes reste stable, comment le Cameroun fait-il pour emprunter autant d'argent sans déraper? Et ces chiffres reflètent-ils la réalité du quotidien des Camerounais? On aura les éclairages de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En ouverture, retour sur ce braquage spectaculaire dans la capitale économique. 3 braqueurs armés accusés d'avoir volé plusieurs kiosques de transfert par mobile money à Douala sont aux arrêts depuis hier. Ils ont été appréhendés grâce à la collaboration de la population après un braquage mal orchestré à la nouvelle route Cité-Sic. Tentant de s'échapper, les hors-la-loi se sont dirigés vers les quartiers Bépanda, Bonabo et Aquanor où ils ont tiré à plusieurs reprises en l'air pour effrayer la population qui les poursuivait. Interpellés, les malfaiteurs ont avoué avoir dérobé environ 55 millions de francs CFA à la suite de multiples cambriolages. Giresse Azangué et Fondrelé Marquez. The neighborhoods of Cité-Sic, Bépanda, Bonabo and Aquanor in the Douala 5 subdivision witnessed a Hollywood-like scenario following a botched daylight robbery. Eyewitnesses on the scene say it all began at Nouvelle Route Cité-Sic when 3 armed individuals on a motorcycle robbed an electronic mobile kiosk at gunpoint in an attempt to escape. They found themselves at Fengodrong Omnisport, where they frightened residents by shooting several times into the air. Avait la 5 et 9 et elle avait bâché 2 personnes derrière lui. La deuxième personne qui était au milieu, il avait l'arme. Il a seulement soulevé en l'air, chargé. Et moi, je croyais que c'était les anti-gangs. Bon, il y avait 3 personnes qui venaient derrière, qui criaient oh bandit, oh bandit. Bon, en voyant l'arme devant moi, je croyais que c'était les anti-gangs. J'avais d'abord eu peur. Mais se croisés pour les regarder, ils ont pris la route, c'est là, aller au train. On le suivi jusqu'au train. Arrivant au train, ils ont lancé 2 coups. Tout le monde a fui maintenant. Fin Goudron, maintenant qu'ils ont changé les armes qu'ils avaient. Chargé, maintenant on croyait que c'est les anti-gangs. Bon, voyant qu'ils avaient les armes, il n'y avait plus moyen que nous, on les poursuive. Mais il y avait les bersineurs courageux qui les poursuivaient. As he searched for an escape route, the bandits drove to Carrefour Misport while being chased by some commercial bikers. There, they had an accident but didn't relent. They stood up, reloaded their rifles and continued shooting to scare onlookers. Le gars se lève encore, il voit qu'il n'a plus de munitions dans son arme, il recharge son arme. Les gars crient, il fait comme ça, la tête là chargée, on lance, il n'y a pas de cailloux, les gars lancent le sable et la caillette que tu vois. Bon, finalement, le gars a chargé encore, il est monté sur la moto. Parce que le Benziquina était à terre, je ne sais pas si c'est son ami ou bien la moto, il est monté et l'autre ne faisait que tirer. Il a tiré encore, les gars ont fui. Il est battu et les motos sont derrière eux. The bandits' journey ended in the Aquanor neighborhood where they were caught thanks to the mobilization of the population. Malheureusement, le gars voulait en savoir plus sur l'équipe.
Il se présente, je dis que non. Il paraît même que c'est vous le bandit. En se présentant malheureusement, j'ai demandé à Roga que ce gars n'est pas sûr. Il a 2 sacs, y compris une bandolière. Le gars est passé, il ne nous a pas répondu. En passant, Roga a pris la scie. Il a mis ça ici, sur le cou du gars. J'ai demandé au gars que, gars, toi tu as les sacs, peut-être maintenant c'est toi le bandit que les gens recherchent. C'est dans ces circonstances que Roga ouvre le sac du gars et il se retrouve avec 4 téléphones Android, 2 téléphones, les petits téléphones, les petits téléphones. C'est là où le gars dit, grand, veuillez m'excuser, je pars chez ma soeur parce qu'il était habillé en bleu jogging, bleu et blanc, des bleus ciel jogging blanc. C'est d'où le gars maintenant, pour qu'il lâche la mèche, je demande à le gars que quand je maintiens le gars, fouille l'autre sac en bas. En fouillant le sac en bas, c'est le gars veut sortir un long couteau, presque 50 cm. C'est là où Roga, lui, il fuit. Roga fuit. Moi, je racle le gars, parce que j'ai fait les armations. Je racle le gars tombe. Pour se relever, j'ai un voisin qui court de loin avec toute une équipe. C'est d'où le gars était paniqué. Le voisin tire sur son dos avec le caillou. After one of the hoodlums was contained, the other, who was hiding in the bush with 2 guns, was apprehended, as explained by an eyewitness. Quelqu'un me souffle qu'ils sont 3 dans la bananeraie auprès de la maison où ils sont en train de chercher le gars. Il y a d'autres gars là-bas. C'est d'où les gars du quartier ont ratissé. En ratissant, on retrouve donc maintenant le bon monsieur. Il ouvre les bananes comme quelqu'un qui était dans la chambre avec 2 fusils. Il a tiré, pop! Residents of Aquanor applauded the efforts of their community members but urged wayward youths not to resort to using guns as a solution. Ce n'est pas en faisant ces choses qu'on va se rétablir dans la société. Il y a des manières, il y a des insertions, il y a des choses à faire. Mettons-nous ensemble, pensons ensemble, interpellons l'État, interpellons ceux qui sont tout autour de nous. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'en se mettant tous ensemble et en ayant une même vision, on peut arriver. Certes, ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain, mais en restant ensemble, on peut faire des choses. The 3 suspected bandits were arrested by the gendarmerie, and the motorcycle used in the crime was later burned to ashes by the population. In the meantime, eyewitnesses attest that the bandits, during the arrest, confessed to having robbed multiple electronic mobile transfer kiosks, amassing a sum of 55 million CFA francs plus 6 phones. Pendant ce temps, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, 3 ans après la démolition des maisons au quartier d'Ikolo, les victimes continuent de réclamer des indemnisations. À l'occasion du 3e anniversaire des casses de ce quartier, le 14 mai, certaines victimes se sont réunies sur le site où elles ont avoué que la vie n'est pas facile, ajoutant que 34 personnes dont les maisons ont été détruites sont décédées entre-temps, attribuant leur départ prématuré au stress mental. Jérès Azangué et Fondré Marquez reviennent de Dikolo. 3 years after the demolition of houses in Dikolo, which resulted in the displacement of around 1,000 inhabitants, the affected population remains unhappy despite the 2023 ruling of the Administrative Court in Douala reinstating them on their land. On Wednesday, the population converged on the Dikolo site to mark the demolition anniversary, pressing the government to provide financial means to rebuild. Devons-nous construire avec quoi donc? Nous n'avons plus de possibilités. Il y a plein de retraités qui étaient là, qui vivaient grâce à leur location et plus rien. Donc, par rapport à cette misère, on ne peut plus.
Certains n'ont pas pu supporter, ne supportent pas. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de morts. Nous avons toujours eu à demander à l'État de la réparation, puisque nous avons eu gain de cause en justice. On nous a remis les terres, mais il faut la réparation. 3 years later, 34 persons who were expelled have died due to stress, as confirmed by the victims. Il y a des gens qui sont morts de ça, qui n'ont pas pu supporter. Il y a plus de 34 personnes qui sont décédées après cet événement, qui n'ont pas pu supporter ce qui s'est passé. For Anne-Maria Tangana, the month of May brings back bitter memories. Quand le mois de mai arrive, vraiment, ça te remet dans des... C'est difficile. Et depuis ce jour-là, comment est-ce qu'on vit, la famille, les enfants et autres? Moi, je n'ai même plus de famille. Les enfants sont éparpillés. Il y a ceux qui ont même abandonné l'école. Oui, ici, là où je me suis d'abord installée, les enfants faisaient des cauchemars dans la nuit. Despite the challenges, the affected population remains optimistic that the competent authorities will hear their pleas. On sait qu'il y aura les bonnes solutions, d'autant plus que par 2 fois, la justice nous a donné raison. Et jusque-là, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a toujours pas de solution. Mais on sait qu'il est au courant et il va trouver des solutions par rapport à ça. On veut rentrer chez nous. To recall, Dikolo, a small district between Bali and Bonanjo, was demolished on May 14, 2022, affecting several households. Comment garantir une éducation inclusive à chaque enfant sans distinction, alors que 90% d'enfants handicapés dans le monde ne sont pas scolarisés, soit 33 millions selon le dernier rapport mondial sur le handicap. La situation au Cameroun semble encore plus préoccupante. Face à ce constat, le ministère des Affaires sociales a lancé la campagne nationale We Ring the Bell pour sensibiliser familles et communautés à la scolarisation des enfants handicapés. Mais cette initiative suffira-t-elle à changer la donne à l'heure où la gratuité de l'école prévue par la loi de 2010 reste souvent lettre morte pour certains enfants? Sébastien Yébé. Selon le dernier rapport mondial sur le handicap, 90% des enfants dans le monde ne vont pas à l'école, soit environ 33 millions d'enfants laissés pour compte. Au Cameroun, aucune donnée officielle récente ne vient contredire cette tendance. Bien au contraire, plusieurs sources locales indiquent que la situation serait encore alarmante. Les chiffres donnent froid au dos et la réalité sur le terrain interroge. Dans une tentative de rupture avec cette marginalisation persistante, le ministère des Affaires sociales a récemment lancé une campagne nationale de sensibilisation baptisée We Ring the Bell, littéralement tirer la sonnette. Cette année, la campagne We Ring the Bell met l'accent sur l'exploitation des technologies d'assistance à l'éducation, encore dit EdTech, pour lever les barrières à l'apprentissage et promouvoir l'inclusion. Dans un monde qui se numérise rapidement, l'EdTech offre des outils adaptatifs et des solutions inclusives aux apprenants ayant des handicaps visuels, auditifs, physiques et cognitifs à travers les appareils fonctionnels, les plateformes d'apprentissage en ligne accessibles, les outils d'enseignement à distance et applications alimentées par l'intelligence artificielle. Sur le papier, les intentions sont claires. Promouvoir l'éducation inclusive, garantir l'accès à l'éducation à tous les enfants sans distinction, offrir à chacun des outils pour se construire un avenir. Pourtant, sur le terrain, les réalités sociales, économiques et logistiques viennent assombrir l'horizon. Plusieurs observateurs et acteurs de la société civile soulignent les défis mis en œuvre. Une question centrale revient sans cesse. Le ministère dispose-t-il de ressources financières suffisantes pour faire cette campagne un réel moteur de changement? Les établissements scolaires sont-ils dotés de personnel formé, d'infrastructures accessibles, de matériel pédagogique adapté? Autant d'interrogations qui peinent à trouver des réponses concrètes. De plus, bien que la loi de 2010 garantisse la gratuité de la scolarité pour les enfants handicapés, plusieurs familles dénoncent encore le paiement des frais dits complémentaires. Un paradoxe qui soulève des doutes sur l'application effective des textes en vigueur. Fête de l'unité nationale, le rendez-vous c'est dans 5 jours en marge de la 53e édition. Le village de l'unité est ouvert à Douala. Selon le délégué régional du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour le littoral, ce village de l'unité vise à promouvoir la camaraderie
civilo-militaire. Écoutons à cet effet Terrestra Nan dans cet extrait sélectionné par Géré Sazongue. À l'occasion de la célébration de la 53e édition de la Fête de l'Unité, dans chacune des régions du Cameroun, nous organisons un village de l'unité. Le premier principe, c'est armée et nation. Et nous avons vu ici les différents corps de l'armée qui ont fait des journées portes ouvertes. L'armée sort vers la population, donne l'information et les actions civilo-militaires qu'elle fait en faveur des populations. Nous avons aussi vu des populations à côté de ceux-là qu'ils voient toujours à distance, les forces de défense et de sécurité. Ils se sont côtoyés au sein d'un village baptisé le village de l'unité. L'autorité administrative est donc venue donner cette consécration armée et nation, vivre ensemble, intégration nationale et unité. That is why we are here today, because the army and the nation and the population are one people, one activity. National integration is a reality in the regional region. National integrity, we can see military and civil together in a space, promoting economic, because people were selling, promoting cultural activities, as you see, and promoting living together. Minute présidentielle. L'inscription sur les listes électorales, la préparation des bureaux de vote et la désignation des membres de la commission locale, tout cela se fait en attendant le coup d'envoi pour l'élection, qu'elle soit présidentielle ou locale. La date du déroulement doit être fixée par le seul qui bénéficie du pouvoir de le faire, à savoir convoquer le code électoral. Roland Tsapi nous en dit plus à la lumière du code électoral, justement. La convocation du code électoral, c'est ainsi qu'on appelle le rendez-vous donné aux électeurs pour voter effectivement. Ce rendez-vous fixe la date et l'heure du scrutin. En un seul article, le code électoral règle le problème de ce rendez-vous. Article 86.1. Le corps électoral est convoqué par décret du président de la République. 2. L'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de 90 jours au moins. 3. Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. Il ne peut durer qu'un jour. 4. Le décret convoquant le corps électoral précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Plus loin, l'article 116 alinéa 3 indique que l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. Dans le cas d'espèce, comme le président de la République en exercice Paul Biya a prêté le serment le 6 novembre 2018, son mandat s'achève le 5 novembre 2025 au soir. Suivant les délais fixés par le code électoral, il peut décider que la prochaine élection aura lieu à la borne supérieure de l'intervalle, soit 50 jours avant la fin de son mandat, c'est-à-dire le 16 septembre. Dans ce cas, il doit convoquer le corps électoral 90 jours avant, à savoir le 20 juin. Il peut aussi décider qu'elle aura lieu à la borne inférieure, soit 20 jours avant l'expiration de son mandat. Dans ce cas, 30 jours supplémentaires sont ajoutés aux dates ci-dessus pour avoir la limite de la date des élections et celle de la convocation, à savoir le 16 octobre pour l'élection et le 20 juin pour la convocation. Ces dates constituent bien entendu des bornes, mais à l'intérieur, il peut aussi manœuvrer, car quand la loi dit 20 jours au moins et 50 jours au plus, cela veut dire que dans l'intervalle, il peut choisir n'importe quelle date, que la décision restera conforme à la loi. Donc, la prochaine élection présidentielle peut avoir lieu le 12 octobre. Non seulement c'est un dimanche comme l'exige la loi, mais aussi elle est proche du 10, date autour de laquelle les élections présidentielles ont toujours eu lieu au Cameroun, à savoir le 9, le 10 ou le 11 octobre. Il faut préciser que les données changent s'il y a vacance au pouvoir. D'après l'article 6 alinéa 4 de la Constitution, je cite, « En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. » Fin de citation. Minute présidentielle.
On poursuit à présent la présentation des artistes sélectionnés pour l'acte 21 de la Champions League de l'humour. Et ce soir, nos projecteurs sont braqués sur Jeanne Benty et Super Dogmo, devenus depuis quelques temps des incontournables de la Nuit du Rire grâce à leur talent et aux performances qu'ils ne cessent de livrer. Ils invitent également leurs fans à venir vivre une soirée exceptionnelle demain jeudi 15 mai à la place Saint-David de Bondonjo à Douala. D'autres précisions avec Sébastien Oyébé. Je m'appelle Ndale Edjengele Sonne, 3e du nom. Je suis une princesse, appelez-moi princesse. Elle n'a jamais rêvé d'être comédienne. Et pourtant, elle est aujourd'hui l'une des figures phares de l'humour camerounais. Jeanne Benty, connue également sous le pseudonyme de Norma, elle fait ses premiers pas dans la télémusique en 2001, avant de se découvrir une véritable passion pour les arts de la scène l'année suivante. Très vite, son talent attire l'attention. Je peux percer tes yeux. J'ai l'arme. Toi, je te tue et je pars. Avec plus de 20 ans de carrière dans le théâtre, le cinéma et l'humour, la comédienne a su s'imposer dans le paysage culturel, cumulant distinction et reconnaissance. Ce 15 mai, elle sera sur scène avec la même fougue et la même passion qui l'anime depuis ses débuts. Je vous donne rendez-vous le 15 mai à la place Saint-David pour la Nuit du Rire. Je serai la seule femme. C'est pour ça que j'appelle, j'implore, je supplie toutes les femmes d'être là le 15 mai à la place Saint-David. Parce que ce que je vais faire aux hommes. Son nom seul suffit à déclencher les éclats de rire. Super Dogmo est aujourd'hui une valeur sûre de l'humour camerounais. Désormais habitué de la Nuit du Rire, il revient cette année encore plus inspiré que jamais. Quand tu es maître nageur, tu vois tout. Les strings incorporés, les caleçons avec les ailes, tout genre de yara, on ouvre, waouh. Tu vois, tu vas faire quoi? Avec lui, préparez vos mouchoirs, mais surtout pour pleurer de rire, capable de transformer des situations les plus banales de la vie quotidienne en sketch hilarant. Il sait aussi faire passer des messages forts avec subtilité. Son intelligence sociale, son sens de l'improvisation et son talent pour fédérer les troupes sur scène font de chacune de ses performances un moment unique. Réclamé par le public de Douala, il promet une prestation mémorable. Quand elle est là, je ne peux pas t'accompagner après. Et toujours en culture, exit la 312e édition du Nekam Mogom. Nekam qui signifie magie et pouvoir est la période de célébration de la fin d'initiation de jeunes garçons à la tradition Bamungum. Du 1er au 10 mai dernier, la place de fête de la chefferie de Bamungum à l'ouest Cameroun a été le lieu de démonstration d'une culture intemporelle qui participe à la richesse du patrimoine immatériel camerounais. La cérémonie de clôture a été captée par Loïc Tegia et Julien Atada. Le Nekam Mungum est marqué par la parade des nouveaux initiés, la purification du village pour chasser les mauvais esprits en invoquant la bénédiction des ancêtres pour qu'abonde récolte et santé, et enfin diverses danses et sorties des sociétés secrètes. En plus de la valorisation culturelle et cultuelle, le Nekam Mungum est aussi une aubaine pour le développement de la communauté. Il y a eu cette case communautaire qui a connu la visite du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Ça, c'est un premier bénéfice pour Bamungum. L'autre bénéfice, il y a eu l'aménagement de la voie principale, l'entrée principale à la chefferie. C'est Bamungum qui profite à travers le Nekam. Il y a eu la réhabilitation du monument du 19e roi, le roi Kankona aussi au niveau de Nkana. Et il y a eu le parking que vous avez traversé pour entrer à la chefferie, qui est également l'œuvre du Nekam. Et il y a le terrassement, le nouveau site pour la construction du musée royal Bamungum, à côté du marché La Chefferie. Le Nekam Mungum, comme de nombreux festivals au Cameroun, a donné du gras au tourisme. C'est absolument formidable, c'est la journée d'apothéose du Nekam Mungum, qui est mon village d'adoption, et je suis très très fier d'être associé à cet événement. Nous avons travaillé beaucoup avec Mafo Mungum pour amener la délégation américaine ici dans le cadre d'un travail d'équipe. Ils sont très ravis, et moi également.
Vraiment, le peuple Bamougoum est un grand peuple qui est fédéré autour de son roi. En somme, je vous encourage à travers ça à faire comprendre au monde entier que l'Afrique a son boulot à dire dans la culture universelle. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. L'État du Cameroun, en 9 mois, a fait des emprunts de 1372 milliards de francs CFA, portant sa dette de 13 070 milliards en juin 2024 à 14 442 milliards de francs CFA. Seulement, cette dette en augmentation exceptionnelle, exponentielle au fil des ans, contraste avec régression observée à travers la vétusté des infrastructures sociales de base, des projets mal exécutés et l'abandon, la détérioration des conditions de vie des Camerounais, pour le moins eau potable, ni électricité, ni route. À quoi sert tout cet argent finalement et comment le gouvernement va-t-il le rembourser ? Ces chiffres colossaux suscitent des interrogations juste après la publication de la note de conjoncture du premier trimestre 2025 de la Caisse autonome d'amortissement sur le service de la dette. La lecture de Jean-Paul Chouliat. De janvier à mars 2025, l'État du Cameroun a emprunté auprès de ses pourvoyeurs de fonds 244 milliards de francs, soit 147 milliards 300 millions par mois, augmentant l'enveloppe globale de la dette à 14 442 milliards de francs CFA, révèle une récente note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement. Ainsi, de fin juin 2024 au 31 décembre de la même année et du premier trimestre 2025, la dette du Cameroun passe de 13 070 milliards à 14 244 milliards, soit un emprunt supplémentaire de 1372 milliards de francs CFA en 9 mois. De 2021 à 2025, le Cameroun a contracté en 4 ans 3 333 milliards de francs CFA de dette. Où va toute cette masse d'argent et d'autres remontant jusqu'à l'atteinte de l'initiative Pays riche, décrété pays pauvre très endetté, suivi d'un allègement de la dette, face au paradoxe d'une augmentation exponentielle de cette dette dans un pays qui régresse sur presque tous les plans, en l'occurrence les infrastructures sociales de base et la qualité de vie des milliers de citoyens vivant avec 875 francs CFA par jour, l'eau potable asséchée dans les robinets, l'obscurité distribuée aux ménages, les routes se dégradant depuis 25 ans et devenues très accidentogènes, reconnaissait le ministre de l'administration territoriale en voyage sur l'axe Ngaoundéré-Garoua, sont entre autres des faits qui démontrent ce sous-développement en marche. Dès lors, les Camerounais s'interrogent. Comment comprendre que la dette croisse chaque année, mais le pays va à reculons, comparé aux autres nations qui avaient un niveau de développement bien en deçà du Cameroun, courant les décennies 70 et 80. Jusqu'où ira le gouvernement dans la spirale d'endettement du pays? Comment et quand tous ces emprunts en milliers de milliards de francs CFA seront-ils remboursés? Et on en parle justement avec nos invités. Nous sommes avec le docteur Marc Ombé, économiste. Bonsoir docteur. Bonsoir Mario. Bonsoir également à Loïs Onana, journaliste économique. Merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Merci également à Jean-François Yenga, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, d'être avec nous. Bienvenue. Merci. Bonsoir. On pourrait avoir au cours de cette émission le docteur Jean-Marie Biada, économiste également au téléphone. Mais déjà, on évoque ce soir cette actualité autour de l'endettement du Cameroun. La dette publique qui a augmenté de 5,7% en un an. Docteur Marc Ombé, quels sont, s'il faut déjà expliquer avant d'aller dans les détails, quels sont les projets qui ont permis d'avoir autant d'endettement seulement en l'espace de quelques mois? Jean-Paul Chouliat parlait tout à l'heure de 9 mois d'écart seulement. Oui, Claude, il y a de nombreux projets parce que le Cameroun s'est lancé dans des programmes de structure. Donc, il faut une transformation structurelle. Et la transformation structurelle d'une économie exige de mettre sur pied des industries, de mettre sur pied des éléments structurels. Et ces éléments structurels invitent à lancer des projets qui ont des effets spin-over et peu plus élevé. Ça veut dire qu'il y a les projets, il y a l'électricité, ça veut dire la finalisation des barrages, qui est, vous avez vu, la Banque mondiale a octroyé des financements pour finaliser les barrages en cours. Il y a non seulement des barrages, mais il y a également
des questions de sécurité. Bon, pour mieux comprendre où est-ce que la dette a été allouée, il faut rentrer dans la structure de la dette, de cette dette. On va se rendre compte que plus de 82, 90% est consommé par l'État central. Et les collectivités territoriales ont 0,08%. Donc vous voyez que les entreprises publiques ont, je crois, 7%. Donc quand on regarde ces statistiques, on comprend que en fait l'État central a le plus absorbé la dette. Et qui dit l'État central, ça veut dire que l'État central actuellement est confronté à pression sociale avec le niveau de vie qui se détériore de plus en plus, une inflation qui perturbe la stabilité des pouvoirs d'achat des ménages. Il y a aujourd'hui, il y a les questions de sécurité qui sont également comme éléments précieux. Mais également le contexte politique actuel voudrait également qu'on mobilise déjà les fonds pour le financement de la campagne, en tout cas des élections. Donc, quand on regarde cela, on va dans le compartiment des entreprises publiques. Et des entreprises publiques, on constate que bien que la structure de la dette, bien que représentant 7,2% de la structure de la dette, cela a permis quand même à certaines structures comme Camtel à dynamiser la fibre optique, même si elle a encore besoin de plus de ressources. Il y a au niveau des collectivités territoriales, c'est quelques collectivités territoriales qui ont acquis les financements, l'appui de l'État du Cameroun pour financer les projets de développement. Donc, à cela, on constate que la dette publique camerounaise a un problème quand même de transparence. Parce que la transparence voudrait quand même qu'on fasse un état sur les allocations et on voit la pertinence des allocations. Parce que pour que la population ressente la pertinence de l'endettement qui est indispensable pour le développement économique, qui est indispensable pour le développement des projets sociaux, qui est indispensable pour l'amélioration de la croissance économique, pour performer la croissance. Mais il faut que cette dette soit gérée de façon transparente et non seulement de façon transparente et que les allocations, cela voudrait dire que les allocations doivent être faites de telle sorte qu'elles doivent être allouées vers les investissements productifs. Mais maintenant, si les allocations ne sont pas orientées vers les investissements productifs et que la croissance de la dette est supérieure à la croissance du produit intérieur brut, ça pose un problème de soutenabilité de la dette. Donc, parce qu'il faut que les projets générés, en fait, les projets financés par la dette, soient capables de générer des revenus pour faire face au service de la dette. Donc, mais si les projets ne sont pas capables de générer les retours d'investissement, ça veut dire qu'en fait, il y aura un problème qui va se poser sur la pertinence de la crédibilité et la pertinence et la crédibilité de ces projets. On va s'interroger sur la maturation des projets. Et cette maturation des projets va inviter à remettre en cause la crédibilité et de tous ces projets de développement qui ont été développés. Alors, maintenant, aussi, la dette est également mal empruntée parce que l'emprunt, il s'agit du taux d'intérêt. En fait, si le taux d'intérêt, on a concrétisé une dette au taux d'intérêt court, alors qu'on alloue dans les investissements à long terme qui nécessitent des retours d'investissement à long terme ou bien à moyen terme, alors la dette ne pourra pas être soutenable. Pourquoi? Parce que la soutenabilité, il faut que le projet, s'il sera rentable dans 10 ans, et qu'il faut qu'on concrète des dettes dont les taux d'intérêt, ou bien les dettes
à long terme, donc sur 10 ans. Mais si on concrète des dettes à 5 ans pour allouer de l'investissement à 10 ans, là, il y a également un problème. Il y aura un problème de soutenabilité. Ça fera que l'État sera obligé de rembourser la dette alors que l'investissement n'est pas encore terminé et que l'investissement n'est pas encore productif. Mais quand on dit comme ça à la population que l'État a emprunté plus de 1000 milliards de francs CFA en l'espace de quelques mois, elle se demande forcément à quoi a été destiné cet argent, à quoi a servi cet argent. Est-ce que cet argent nous a permis, par exemple, d'avoir une belle route ou bien une route de meilleure qualité, ainsi de suite. Sur les faits, avant de passer à Jean-Claude, sur les faits, Aloïs Onana, est-ce que l'impact est visible? L'État, oui, s'est endetté, a pris de l'argent. Mais est-ce que ça se voit? Est-ce que la dépense effectuée à partir de cet argent est visible dans notre société sur le terrain, parlant des projets publics par exemple? Je pense que il faut vous remercier pour le rôle de watchdog que vous jouez. Je pense que c'est au moins la, disons, troisième fois que nous avons un plateau qui concerne la dette publique. Oui. Ça veut dire qu'au niveau de Balafon Télévision, de grands plateaux, on s'intéresse, on s'inquiète au besoin sur le volume excessif de la dette et qu'on voudrait peut-être amener les autorités dirigeantes à prendre des mesures correctives ou encore prévisionnelles pour ne pas dépasser les normes communautaires qui veulent qu'on ne dépasse pas les 70%. Aujourd'hui, lorsque la question est posée à celles-là qui ont les colonnes de la bourse, vous dites, écoutez, on n'a pas encore dépassé les 44%, on est à 44% justement, et que lorsqu'on dit 44%, cela est en dessous des 70%, et donc pour eux, c'est encore gérable, c'est encore acceptable. Bon, alors, maintenant, on admet que c'est encore acceptable, puisque forcément, si on avait atteint la crise de la dette, comme en 86 ou en 87, forcément, je ne vois pas les étrangers en train de nous donner de l'argent, parce qu'il faut rappeler que les 14 000 milliards que vous évoquiez, au moins 86% sont de la dette, 63%, c'est nos amis extérieurs qui nous ont aidés à avoir des financements. Or, si ça avait été un État totalement dormu financièrement, je pense que ça aurait été impossible, n'est-ce pas, de penser à une telle possibilité. Donc, si les partenaires internationaux ont donné de l'argent, ça veut dire que l'État est encore crédible. Maintenant, là où il y a un problème crucial, c'est que ce n'est pas Claude Maillot qui parle, ce n'est pas Aloïs Onana qui parle, c'est que vous avez au moins deux voix importantes du régime qui critiquent automatiquement les infrastructures. Il y a à peine un an, c'était encore la voix de Martin Bagangele. En décembre. Donc à peine 6 mois plus tard, vous avez donc la voix tonitruante de Atangan Dupol, qui a fait une étude comparative extraordinaire. En 2000, dit-il, il faisait Ngaoundéré Garoua en 2 heures 15 minutes. Et il prend le même chemin, le même trajet en 2025. Il est à 7 heures 12 minutes. 12, 13 minutes. Le même gouvernement, le même ministre, mais avec un réseau dossier. Pas totalement les mêmes ministres entre 2000 et 2025. On peut dire, voilà, parce que forcément, il y a eu certainement des changements au niveau du MITP. Et donc, le temps passé aujourd'hui, et là, ce n'est que ce qu'ils ont vu, parce que forcément, si vous allez dans d'autres recoins du pays, vous trouverez des zones totalement impraticables où la voiture passe une fois par jour. Et donc, alors, il y a un hiatus, il y a, je veux dire quoi, un mur entre les sommes colossales avancées, acceptées au besoin, et l'état piteux des routes, par exemple, pour ne prendre que ce cas-là, qui a été déploré, non pas par les citoyens que nous sommes, mais par des voies autorisées, ayant à leur possession des véhicules adaptés. Parce que lorsque vous écoutez encore la vidéo de Paul Tanganji, il se demande mais comment lui, il a une voiture adaptée à la route en question. Et il a carrément une escorte, mais il a pu faire 7 heures de temps.
sur un trajet sur lequel il faisait 2 heures de temps il y a quelques années. Donc bref, disons qu'il y a donc, cette différence fondamentale, ce mur-là qui fait qu'à la fin, on a le sentiment que lorsqu'on nous dit on a contacté 14 milliards, on a 14 000 milliards de dettes, le sentiment qui se dégage donc est celui de la spoliation des fonds publics. Sinon, l'argent est contacté, c'est vrai, mais où est-ce qu'il va donc lorsque on a de la peine, c'est tout un ministre, au moins 2 ministres, parce qu'il faut rappeler que l'UGS est un rang de ministres. Lorsque c'est eux-mêmes qui font encore l'État, qui font encore les lectures, qui logiquement devraient interpeller les uns des autres. Donc c'est ça qui fait que vous vous demandez, mais lorsque l'opposition parle, on dit c'est l'opposition, c'est son habitude, son âme c'est critiquer pour critiquer. Maintenant que vous avez donc ces voix-là autorisées qui font le même remarque, on se dit, mais attendez, qui a tort finalement? Il faut rappeler que lorsqu'on fait un budget, le processus va du 1er janvier au 31 décembre d'une année. Et c'est en 11 étapes. 11 étapes qui ont 4 grands groupes d'acteurs majeurs qui interviennent. Là, vous avez la présidence de la République qui envoie des gens inspecter le budget, comment il sera élaboré, la primature, le MINFI, le MINEPAD, et puis d'autres ministères sectoriels qui viennent. Premier élément. Deuxième élément, on passe en revue l'évaluation d'abord des projets qui sont censés être réalisés parmi les 11 segments de ce budget-là. Le troisième élément qui est intéressant, c'est l'évaluation de ce qui a été fait. Et donc, c'est le moment au cours duquel on examine est-ce que le deuxième pont du Vouri a été réalisé, est-ce que l'axe Douala-Bafoussam, où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Bref, ce moment-là permet, avant de passer au vote du budget et à sa promulgation, il y a donc ces 11 étapes qui font que logiquement, et le MINEPAD, et la présidence, et le MINFI, et d'autres ministères sectoriels passent au crible les grands chantiers de la République. Alors la question c'est, qu'est-ce qui fait donc que pendant ces moments-là, qu'on n'ait pas le temps de comprendre que l'axe routier comme Ngaoundéré-Garoua est un piteux état? Pourquoi est-ce qu'on a de la peine à se prononcer là-dessus? Bon, bref, disons que ce qui fait problème, pour moi, ce n'est pas peut-être à 100% la direction, même si elle est également questionnable. Qu'est-ce qui fait donc problème? Mais je pense qu'il faut prendre en compte cette hypothèse émise il y a quelques années encore par un universitaire, je pense le professeur Massanga Nyamdi, qui parlait d'une espèce de coup d'état intellectuel. C'est-à-dire des gens qui ont eu la confiance du chef de l'État et qui sur le terrain font autre chose. Ils ont des moyens financiers qui vont avec. Ils ont de la ressource humaine nécessaire qui doit faire l'affaire. Mais qu'est-ce qui fait donc que les fonds soient disponibles, qu'il y ait de la ressource humaine et que malgré tout, à la fin, on n'ait ni électricité, ni route, ni eau potable. On a échoué sur le plan des forages, des robinets. Aujourd'hui, on couvait les bouteilles. Qu'est-ce qui fait? Oui, c'était une petite digression. Mais sauf que, en fait, pour dire que le sentiment qui se dégage, c'est que l'argent est contacté. Le président accepte de mettre sa signature au bas des emprunts. Parce qu'il faut dire que l'emprunt n'est pas fait de manière hasardeuse. Tout est prévu dans le budget. Il y a même eu, depuis 2023, ce qu'ils appellent le budget citoyen. C'est-à-dire que, en fait, là-dedans, c'est quoi? C'est la simplification des données économiques qu'on met à la disposition de monsieur tout le monde. Pour que si jamais, exact, si par exemple, un Ben Skinner voudrait savoir comment est géré son argent, il puisse aller là-dedans et trouver des termes aussi simplifiés que possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de termes typiquement économiques qui vont lui échapper. Donc, si on a choisi de faire ce budget citoyen, il faut donc que, à la suite des données que vous avez prévues, que le citoyen, à la fin, se rende compte que quand on me dit 14 000 milliards, eh bien, j'ai accès à la route,
j'ai accès à l'énergie, j'ai accès à l'eau potable, j'ai accès à la santé. Parce que souvenez-vous qu'en 2000, on nous a vendu quelque chose. Santé pour tous en l'an 2000. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Bref, il se rend compte que l'argent qu'on a contracté et qui devra payer le moment venu, l'argent là lui a servi. Je voudrais qu'on adresse votre question, la question de tout à l'heure à Jean-François Yega. Oui, l'État a contracté une nouvelle dette. Beaucoup d'argent quand même qui a été dépensé et tout le reste. Mais comment cela est visible dans notre société actuellement? Est-ce qu'on peut dire comme ça que les 1000 milliards, 1300 milliards de dettes contractées en l'espace de quelques mois ont servi à réaliser X projets et Y autres projets? Oui, comme vous avez suivi tout à l'heure, M. Aloïs disait, la dette n'est pas une invention, la dette n'est pas constatée ex nihilo, la dette a les canevas. Ça veut dire que lorsqu'on contacte une dette, nous avons déjà nous savons déjà ce pourquoi nous partons nous endetter. Nous avons eu plusieurs projets et les co-discutants sont restés beaucoup plus sur l'aspect structurel de la chose. Ils ont oublié l'aspect conjoncturel. Je vais d'abord les suivre sur l'aspect structurel. Les dettes que nous avons concoctées ce dernier temps visaient à financer, si vous avez suivi le discours du chef de l'État, à financer la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, oui, qui va bientôt démarrer. C'est-à-dire que cette dette a une vision et des objectifs. Et en plus de cela, nous avons le barrage Nactigal qui devrait aussi être financé, toujours dans le cadre de cette dette, et la finalisation des autoroutes, au niveau de la santé, des hôpitaux de région et bien d'autres. Donc, à ce niveau, nous pouvons dire qu'avec pertinence, pour ceux qui marchent sur le terrain, ils verront que ces projets, c'est des projets gigantesques, c'est des grands projets qui visent à développer dans l'avenir le Cameroun. Donc, nous pouvons étayer ici que cette dette, parce que la dette, elle est mauvaise lorsque vous contactez une dette, peut-être pour payer les salaires, peut-être pour payer d'autres dettes. Et tout. Mais si la dette vise des projets structurants, alors cette dette est bonne. Et moi, je peux classer cette dette dans le coût de la bonne dette. Mais le docteur Marc-Ombe soulignait tout à l'heure que pour qualifier une dette de bonne, il faut qu'il y ait un certain retour sur investissement. À quel moment intervient le retour sur investissement lorsqu'on décide, par exemple, de construire des hôpitaux, de réhabiliter une route, ainsi de suite? Oui, c'est pour ça qu'on vous parlait, lorsqu'il parlait de dette à long terme. La dette à long terme vise aussi des projets à long terme, donc des projets qui échelonnent sur plusieurs exercices, et ces projets seront rentables qu'à terme. Vous voyez peut-être le barrage de Nactigal qui n'est pas encore achevé. Nous avons débuté il y a cela, je crois, 4 ans, et il n'est pas encore achevé. À l'achèvement de ce barrage, nous aurons des usines, nous aurons des industries, nous aurons la production en énergie qui va générer beaucoup de ressources et qui va... Tout ce qui peut éteindre cette dette, c'est le fait que le barrage de Nactigal ne soit pas productif. Alors, nous n'allons pas tuer le poussin dans l'œuf. Nous attendons que le barrage génère des revenus. Vous avez vu l'autoroute Douala-Yaoundé, pour ceux qui font la route. Vous verrez qu'à ce niveau, nous avons une très belle route qui, lorsque vous arrivez à Boumiébel, le trajet que vous faites à 1h30, vous le faites en 30 minutes maintenant. Et il y a des péages qui naissent et qui ne sont pas à 500 francs comme les anciens péages. Même s'ils ne sont pas opérationnels. Oui, pour le moment. Pour le moment. Lorsqu'ils seront opérationnels, vous verrez que... Moi, j'étais dernièrement à Kribi. J'ai pris l'autoroute qui va de Kribi au port autonome de Kribi. Je me suis retrouvé en train de payer le péage à 1000 francs. Je crois que c'était 1000 francs. Donc, c'est des routes, c'est des projets qui génèrent beaucoup de revenus. Alors, sur ce point, nous ne pouvons pas culpabiliser l'État. Maintenant, je ne voudrais pas que nous restions sur l'aspect structurel de la chose. Nous devons aussi rester sur l'aspect conjoncturel. Parce que quand vous voyez, certains projets n'arrivent pas à terme. Pourquoi? Parce que nous avons... je vais revenir en 2019. Vous avez vu la Covid-19. Lorsqu'elle apparaît, elle empiète sur des lignes budgétaires qui étaient destinées à des projets structurants pour sauver les vies des Camerounais. Donc, et là, vous verrez donc qu'une route qui devait s'achever peut-être en 2024 va connaître un retard. Parce que
il y a aussi, sur des besoins, il y a des besoins prioritaires, comme la survie des Camerounais. Lorsqu'une conjoncture arrive comme la Covid-19, nous devons d'abord éteindre la conjoncture. Et lorsque les économistes analysent les faits, ils oublient. Les économistes restent beaucoup plus sur l'aspect structurel de la chose. Il y a l'aspect conjoncturel. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque la crise anglophone arrive, en plein budget, vous n'allez pas laisser les Camerounais mourir au nord-ouest et au sud-ouest. Il faut trouver des fonds. Alors ces fonds-là ne seront pas inventés. C'est des fonds qui sont alloués à d'autres projets. On va faire un virement de crédit pour pouvoir financer les Camerounais qui iront pour stopper la crise. Donc ça, c'est l'objet conjoncturel de la chose et qui n'est pas à négliger. Lorsque nous sommes dans le septentrion, je ne vais pas remettre en question ce qu'a dit M. Atangandi, mais vous savez bien que le septentrion est très attaqué. Très attaqué. Et lorsque le septentrion est attaqué, il faut à tout prix riposter. Même lorsque nous savons que Boko Haram est fini, nous avons ISWAP de l'autre côté, nous avons ceci de l'autre côté, et ça freine le développement de ces régions. Et sans doute, vous allez remarquer, il y a eu plusieurs projets à l'extrême nord à partir de 2018. Tous ces projets ont été stoppés. 2014 même. Allez revoir, vous verrez que tous ces projets, il y avait même des projets qui étaient à financer. Mais, compte tenu de la violence de Boko Haram, les entreprises ont rétrogradé. Ils ont rebroussé chemin. C'est ça qui fait ce que vous voyez aujourd'hui. Mais lorsque les projets n'arrivent pas au bout, est-ce que cet argent qui reste est peut-être reversé ailleurs? Est-ce qu'il y a même déjà cette évaluation dont parlait Aloïs tout à l'heure, l'évaluation qui permettrait de savoir à quel niveau on se situe, combien a été dépensé et combien il nous reste pour injecter dans un autre projet, par exemple? Oui, c'est ce que je vous dis, que lorsque surgit une conjoncture, on fait des virements de crédit. Tout est prévu quand même. Aloïs n'est pas d'accord. On parle de conjoncture. Justement, parce qu'il y a quand même des imprévus qui sont prévus. Et puis moi, je suis quand même un peu... Soit amusé, soit un peu énervé lorsque nous on s'appuie juste sur les conjonctures, soit on vous parle toujours des faits exogènes qui impacteraient notre économie au point où on ferait du surplace. Ça, je vous prends souvent un cas en off. Je vous dis, vous savez, pendant le fameux Covid-19, parce que nous avons mis dans l'histoire tantôt le Covid, tantôt la Covid. Moi, je le sais que c'est le Covid. Bien. Alors, pendant le Covid-19, donc, il y a un ami banquier camerounais. C'est un Camerounais banquier, tout le monde le connaît. Si je donne son nom là, vous allez le reconnaître, qui est banquier à l'île Maurice. Alors il se trouve que pendant que nous nous plaignions du fameux Covid, mais l'île Maurice a connu une croissance de plus de 4%. Rien que pendant la période Covid. Donc lorsque nous, le monde entier disait, non, écoutez, vraiment l'économie est en berne. Non, là-bas ils ont travaillé. Chez nous, à la moins ou moins de choc exogène, attendez qu'à la fin d'année, discours du président Biya, ça va être à l'intérieur. 11 février, ça, on va y revenir. Une occasion quelconque, on y reviendra encore. C'est comme si notre économie, ce qui est d'ailleurs vrai, était totalement dépendante de l'extérieur. Il faut dire qu'en fait, ce que nous subissons aujourd'hui, et qui fait que la dette soit vue comme excessive, c'est qu'on a tourné le dos au plan quinquennal. Le premier plan quinquennal, nous sommes en 61, si mes souvenirs sont exacts, 61, 65, 71, jusqu'en 85. On avait des plans quinquennaux qui ont fait que le pays s'est largement développé. Alors, la crise qui arrive en 86-87, la crise économique, va nous amener, ça, je pense que c'était une histoire de guerre économique, parce que vous savez, je dis souvent ça, entre la guerre qui fait des bruits comme actuellement en Ukraine et celle économique, je préfère encore la guerre des armes à la guerre économique. Parce que la guerre économique est plus souterraine, elle est plus sournoise, elle fait plus de dégâts. Le franc CFA est un élément de guerre économique. Les différentes crises qu'on crée là, c'est une guerre économique. La dévaluation du franc CFA, c'est un autre élément de la guerre économique que nous subissons. Donc,
la fameuse guerre, la fameuse crise économique qui arrive en 1986, c'est un élément de guerre économique pour freiner des États qui avaient déjà commencé un peu à aspirer à un mieux-être, comme le nôtre. Et donc, alors, depuis donc, cette fameuse crise de 86-87, on a tourné le dos au plan quinquennaux. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on évolue sans plus avoir un tableau de bord qui nous servirait de guide. Parce que quand on parle de plan quinquennal, c'est un outil de performance ou de guide qui vous permet de savoir est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui est prioritaire, comment est-ce qu'on est évalué, où est-ce qu'on en est. C'est un peu ça l'affaire. Aujourd'hui, lorsque vous prenez la SND 30, vous lisez un peu les projets, le sentiment qui se dégage, c'est qu'on a fait un listing de projets, mais vous n'avez rien qui ressorte en priorité. Vous avez un tissu de projets réalisés, mais vous vous demandez, mais on commencera donc par quoi? Et pourtant, si on avait des plans quinquennaux, eh bien, on dirait, bon voilà, de 2020 à 2023, on fera ça. 2024 à 2025, on fera ça. Oui. Mais aujourd'hui, on a le sentiment qu'on embrasse tout. Et dit le proverbe, qui d'autre embrasse mal les trains. On est à gauche, on est à droite. C'est nous qui volons le port de Kribi, que j'apprécie au passage, parce qu'on a atteint la deuxième phase. Moi, j'étais émerveillé. Oui, récemment. Récemment, c'était vendredi dernier, j'étais émerveillé de voir un bateau qui mesure à peu près 4 stades de football. À part Kribi, aucun autre port ne peut l'accueillir. Bon. On vous dit, voilà une affaire qui peut nous égayer. Sauf que, problème, la route pour partir de DEA pour Kribi, Claude Maillot. C'est la croix et la bannière. Un éternel problème de route. Donc, encore une fois de plus, pendant que la route DEA à Kribi tarde à être effective, on attend des sommes faramineuses de dettes. Mais où va donc l'argent public? Où vont les fonds publics? Il faut attendre d'abord que la BAD, parce que c'est un projet qui est en cours, la BAD vient d'abord financer ce projet-là. Et un détail, pendant qu'on est à Kribi, les grands patrons d'entreprise qui travaillent à Kribi ont émis 2 vœux. Avoir une route entre Edea et Kribi et avoir un chemin de fer entre Edea et Kribi. Ça m'a fait sourire parce qu'en fait, depuis 2015, j'entends parler de ces 2 projets-là, avec un 3e, chemin de fer Ngaoundéré-Djamena. En 2015, je suis gentil, je voudrais pu monter jusqu'en 2010. c'est depuis. Donc, en fait, ce qui choque les Camerounais, ce n'est pas tant la récurrence des emprunts. C'est l'impact. C'est l'impact. Qui n'est pas toujours visible. Il n'est pas visible. Mais... Et donc, peut-être qu'il faudrait que le leader, que moi j'apprécie beaucoup en termes pour d'autres raisons, c'est-à-dire, en fait, quand je dis pour d'autres raisons, c'est que je l'observe et que je me rends compte qu'en fait, comparativement à Djibouti, j'ai lu le président Djibouti se plaindre qu'il a donné un espace à l'armée française. Elle a pris plus de 40 hectares aujourd'hui, plus de 200 hectares. Aujourd'hui, il court après pour que les gars lui cèdent même encore quelques hectares, c'est impossible. Vous revenez au Cameroun, on n'a pas eu à céder notre terre aux étrangers. Bref, ce côté-là, il a réussi. Mais là où je voudrais le voir encore être plus efficace, plus teigneux, plus efficace, c'est au niveau des paroles tenues à son gouvernement. Il a encore quelques temps. Je pense en attendant l'élection d'octobre prochain. L'autre question qu'on se pose quand même, Dr Ombé, c'est pourquoi le Cameroun est toujours obligé de s'endetter? Avec l'actualité autour du FMI, on a donné l'impression que le Cameroun fonctionnait selon les règles imposées par le FMI. Chaque jour, vous entendrez emprunt par-ci, emprunt par-là. Pourquoi on ne peut pas être un pays autonome qui finance ses projets lui-même? Et pourquoi on ne peut pas éponger déjà la dette qu'on avait avant de 13 000 milliards, même si aujourd'hui on est à 14 000? Vous savez, Mayo, lorsque un pays sérieux veut le développement, il doit s'endetter. Le Cameroun n'est pas endetté. Moi, je dis toujours ça dans toutes mes analyses.
la dette de la France, c'est la somme des dettes de tous les pays d'Afrique subsaharienne. La dette des États-Unis, c'est la somme des dettes de tous les pays de l'Europe. Et jusqu'à nos jours, les États-Unis, il y a un forum qui a commencé aux États-Unis, à Washington, je crois avant-hier, où ils cherchent toujours les investisseurs pour faire la promotion des États-Unis comme une terre d'opportunités et d'investissement. Mais pourquoi prendre ces exemples? Il faut, non, je prends cet exemple. Pourquoi? Je prends cet exemple. Pourquoi je vais? C'est que on ne peut pas vouloir le développement sans endettement. Ça ne marche pas. Le développement marche avec l'endettement. Et l'endettement est un indicateur de richesse. Si vous êtes pauvre, Claude, on ne pourra pas vous emprunter, vous prêter de l'argent. Seuls les riches ont la possibilité, les facilités pour obtenir les financements. Si vous voyez quelqu'un qui fonctionne déjà en théorie financière, la finance a démontré cela, ou si tu fonctionnes en fonds propres, l'autre fonctionne en endettement plus fonds propres, il est plus performant que toi. Donc on ne peut pas financer, on ne peut pas vouloir le développement sans s'endetter. Aujourd'hui, si nous souhaitons avoir un niveau de développement qui va nous permettre d'atteindre la croissance, nous sommes la croissance optimale, ça veut dire que la croissance d'émergence, nous sommes obligés de nous endetter, et sérieusement. Cela voudrait dire qu'il faut donc que le problème n'est pas au niveau de l'endettement. Je reviens sur ça. Le problème, c'est que si nous voulons développer le Cameroun, ça veut dire que développer une industrie forte, ça veut dire qu'une industrie, nous créons un plan, développer les projets de transformation industrielle du Cameroun, nous sommes obligés d'aller emprunter. Pourquoi? Parce que la collecte fiscale locale et tout ce qui y va ne peut pas être capable de financer les projets de développement. Parce que l'État tourne entre les pressions fiscales et les projets de développement. Donc, déjà, la collecte de la fiscalité déjà n'est pas déjà optimale par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, c'est vrai que l'État travaille sur l'optimalité de la collecte. Mais si on compte uniquement sur la collecte fiscale, dans une économie où la création de la valeur n'est pas déjà conséquente. Pourquoi? Parce que le modèle de développement du Cameroun a un tout petit peu perdu un peu sa manche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on encourage les industries, on encourage les personnes à développer les richesses, à créer les richesses, à créer des industries qui seront capables de générer la valeur et supporter donc, payer la fiscalité qui va accompagner les projets de développement. Mais si l'économie est fortement tournée vers l'extérieur, où le riz que nous consommons vient totalement de l'extérieur, où le rêve d'un Camerounais est d'aller au Canada ou d'aller à l'extérieur, mais vous comprenez que dès lors qu'un jeune a son emploi, il ne pensera pas à créer une industrie pour créer de la valeur. Il pensera à financer son projet de voyage pour aller à l'extérieur. Mais comment on ne peut pas se développer sans endettement. Et c'est une condition sine qua non de tout processus de développement, l'endettement. Déjà, le problème de l'Afrique, c'est que nous avons un faible capital. Et pour résoudre le problème de faible capital, il faut faire recours à l'endettement. Maintenant, il faut que l'endettement soit orienté vers les projets productifs. Mais si l'objet de l'endettement est orienté vers les projets productifs et qu'il y a détournement de l'objet de financement, c'est là où il y a un problème. Et c'est là où on doit s'interroger sur la pertinence de notre endettement. Parce que si on prend la dette pour financer le port de Kribi et qu'il y a un choc conjoncturel, et déjà il faudrait que je rappelle qu'il a dit tout à l'heure que M. Yenga a dit tout à l'heure que les économistes, on intègre par les chocs conjoncturels, mais c'est totalement faux. Parce que lorsque les économistes font des modèles économiques, on intègre les chocs exogènes. Et on intègre même les changements de régime. Donc, on ne peut pas dire que nous faisons des modèles économiques sans intégrer ces chocs. Oui. Okay. Donc, dans les modèles économiques, c'est intégré. Donc, le problème, c'est au niveau de l'orientation. Si
le projet est pour financer le port de Kribi et que les chocs conjoncturels arrivent et qu'on se dit qu'on peut sacrifier le projet pour résoudre le problème conjoncturel, je crois que c'est là où il y a un problème. On peut créer d'autres niches. Ça veut dire qu'on peut sacrifier le budget de fonctionnement pour résoudre le problème conjoncturel. Mais le problème, c'est que, est-ce que ceux qui ont la décision sont prêts à sacrifier le budget de fonctionnement pour résoudre la question conjoncturelle? C'est là où il y a la problématique et c'est là où on doit s'asseoir et se dire la vérité que, attention, ne sacrifiez pas les fonds alloués, les fonds concoctés, les dettes concoctées pour financer les projets de développement, les projets structurants, pour pouvoir résoudre les problèmes conjoncturels. Il faut plutôt sacrifier le budget de fonctionnement qui est déjà très élevé pour pouvoir résoudre les problèmes conjoncturels et orienter l'objet de financement à sa destination. Et là, vous voyez qu'on n'aura pas le problème, on n'aura pas ces problèmes d'endettement, de non-soutenabilité de la dette. Par ailleurs, il faut qu'on change également de paradigme parce que, vous savez, lorsqu'on va à l'international, la dette nous revient cher. Parce qu'on ne concocte pas les dettes en francs CFA. On concocte les dettes soit en dollars, soit en euros. Oui. Et la volatilité des taux d'échange va naturellement accroître le volume de la dette du pays, du Cameroun. Donc, parce que si on concocte la dette aujourd'hui à 600, lorsque le dollar est à 450, et qu'au moment où on peut rembourser, le dollar est à 650, vous voyez le cap. Donc, ça va faire coûter la dette plus chère. Et les intérêts aussi. Et les intérêts également, puisque les intérêts des pays africains, vous voyez, sont 27 fois. Il y a une étude qui mentionne 27 sont supérieurs, donc le pourcentage c'est 27 fois plus élevé que le montant que d'autres pays. Okay. Voilà, lorsque la moyenne des taux en Afrique c'est 26%, alors que l'Angleterre concocte à 6%, d'autres pays concoctent à 5,5%. Mais la moyenne des taux en Afrique centrale, c'est de 26%. Donc, les taux sont quand même énormes. Et c'est quand même, ils disent, les investisseurs, c'est normal, ils disent que c'est par rapport au niveau de risque. Parce que les pays d'Afrique subsaharienne sont constamment instables. Donc, il faut, lorsqu'on fixe le taux, c'est en fonction du niveau de risque. Donc, mais il faut que nous soyons capables de travailler les indices, avant d'aller sur le marché, ce que j'apprécie aujourd'hui, ce que le ministre des Finances actuel fait, c'est qu'avant d'aller sur le marché international, on travaille la notation du Cameroun. Parce que c'est la notation qui est un indicateur de la fixation du taux d'échange, du taux d'intérêt. Et si on ne travaille pas la notation du Cameroun, alors, lorsqu'on va sur le marché, le coût de l'emprunt sera plus élevé. Et aujourd'hui, il y a un autre paradigme qui peut nous servir de fuir l'endettement. Ce sont les partenariats publics-privés. Aujourd'hui, je pense que c'est la solution idéale pour réduire de façon conséquente l'endettement. L'État devrait de plus en plus travailler avec sur le partenariat public-privé. Avec le secteur privé. Avec le secteur privé. Mais dans le rapport de la Caisse autonome d'amortissement, il est clairement mentionné que le montant alloué, vraiment tel que la dette a été dépensée, on n'a réservé que 0,2% aux collectivités territoriales décentralisées. Quand on sait quand même qu'il faut plus ou moins que l'argent la dette qui est contractée serve à réaliser des projets visibles et tourne vraiment comme dans les tontines, qu'on ait un argent qui tourne, qui provoque un retour sur investissement. Pourquoi ce faible investissement, de votre avis, Jean-François, sur les collectivités territoriales décentralisées, sur les villes notamment, qui pourraient faire entrer de l'argent suffisamment? Oui, c'est une bonne question. Mais vous savez que je vais peut-être prendre l'exemple au niveau des communes. Les communes sont des collectivités, c'est-à-dire que en fait, je vais y revenir, mais je voudrais d'abord, ce que je vais expliquer ici, c'est quoi? C'est que nous rencontrons beaucoup de difficultés au niveau de la commune. C'est pour ça qu'on vous dit, actuellement, avec la décentralisation qui est sur le point
qui est en implantation. Je veux dire, le président a signé, mais c'est en implantation. Nous avons un problème d'affectation des ressources et des compétences. Vous comprenez un peu. Actuellement, je crois qu'il y a une école à Boya qui forme sur les compétences qui seront allouées au niveau des communes. Donc je pense que l'État réfléchit sur ça. Parce que, figurez-vous, nous sommes dans une mairie où un maire est voté et qui n'a pas de compétences adaptées pour la gestion des finances qui lui seront allouées. Et si on met peut-être un taux à 30% dans les collectivités territoriales décentralisées, vous verrez qu'il y aura un problème. Donc je crois que l'État est encore un peu plus... l'État se ressaisit encore un peu plus par rapport au transfert de compétences. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez vu, même au niveau des mairies des villes, vous avez vu que ça a tardé à prendre. À Douala, maintenant, vous marchez, vous voyez comment M. le maire est en train de faire des investissements et tout. Je crois que ça a commencé récemment, je crois après la 4e année de notre mandature. C'est parce qu'il y a une étude, il y a une imprégnation tout de même. Mais lorsque les compétences avérées seront affectées, je crois que l'État va corriger cela. L'État va corriger ce pourcentage. Puisque nous rencontrons ça, même lorsque nous en tant que conseiller municipal, lorsque nous allons au niveau des mairies, vous verrez que dans certaines mairies, il y a un problème de compétences. Et il faut le souligner, parce que dans certaines mairies, M. le maire ne peut pas recruter au-delà du baccalauréat. C'est-à-dire, il ne peut pas recruter un ingénieur. Donc, il y a donc un problème de compétences à ce niveau. Et l'État y réfléchit. Et avec le temps, je crois que les compétences qui seront allouées, il y aura un peu plus de financement au niveau des mairies. Oui. Mais maintenant, au-delà de ça, je voudrais un peu revenir sur les propos du docteur, parce qu'il a semblé dire que l'Afrique n'a pas de financement. Que l'Afrique n'a pas, vous avez dit, de ressources. Vous voulez dire de ressources financières? Des ressources financières. Non, j'ai dit, l'Afrique a les ressources, mais ces ressources sont limitées parce que nous n'avons pas un organe de production efficace capable de générer des ressources pour financer les projets de développement. Ce qui fait que les pays africains sont obligés d'aller s'endetter, puisque beaucoup de pays africains ne parviennent même pas à payer les salaires de façon conforme. Donc vont s'endetter même pour payer les salaires. C'est sur cela que je voulais revenir pour vous dire qu'il y a une expression que vous utilisez en économie, en finance, qu'on ne prête qu'aux riches. Bien sûr. Alors, si le Cameroun s'endette encore aujourd'hui, ça veut dire que le Cameroun est riche. Pas en termes de finances, mais en termes de ressources naturelles. Ça veut dire que la signature du Cameroun fait confiance. Parce que le financement, c'est sur la base de la confiance. Je te donne mon argent parce que je te fais confiance. Et si je te fais confiance, c'est parce qu'il y a les critères, il y a les indicateurs qui montrent que le pays est sur la voie du développement. Et cette confiance, mais si je dois revenir, je vais un peu vous laisser une minute sur les questions de décentralisation. Voilà, parce que aujourd'hui, vous savez, le problème des mairies, c'est pas que l'État ne veut pas accompagner les mairies, puisque ce que le ministère des Finances doit faire, c'est prendre l'engagement des signatures. Ça veut dire que signer avec caution, si on dit garant de la dette contractée par les collectivités territoriales. Maintenant, ils savaient que les collectivités territoriales n'ont pas de compétences pour planifier des projets productifs. Parce qu'il faut que le projet soit productif et capable de générer des revenus qui seront capables de supporter la dette. Donc aujourd'hui, lorsque vous voyez les mairies, lorsque vous allez dans une mairie, naturellement, vous allez vous rendre compte que déjà le bureau d'études n'est pas déjà compétent. Par ailleurs, il n'y a même pas une planification stratégique de l'arrondissement sur 5 ans, sur 10 ans. Parce que, vous savez, le management en économie, c'est du continu. Il n'y a pas il faut que ça soit continu. Il faut qu'on sache que voici les potentialités de l'arrondissement. Voici ce qu'on doit implémenter comme projet pour développer l'arrondissement. Et lorsqu'on a donc identifié ces potentialités, il faut que la mairie soit accompagnée. Mais maintenant, si la mairie va s'accrocher toujours sur les questions de compétences, on n'évoluera pas. Parce que même dans les mairies en France, il n'y a pas toutes les compétences. Mais le problème des mairies, c'est d'abord un problème de compétences.
Et les problèmes de compétences se poseront éternellement. Ce que les mairies doivent faire, c'est que les mairies doivent se faire accompagner par des cabinets, par des bureaux d'études, parce que c'est le cabinet qui va aller faire le roadshow pour apporter l'investissement. C'est pas le ministère des Finances. Jean-François, est-ce que les mairies ont actuellement les moyens de se faire accompagner? Oui, puisque le CFAM est en train de former des professionnels adaptés que l'État va bientôt mettre à disposition, à contribution des mairies, pour pouvoir accompagner les mairies dans le développement local. Et je crois que c'est pour cela que ces fonctionnaires ne sont pas encore sur le terrain. Je crois que c'est pour ça que l'État se réserve un peu plus. Mais moi, en tant que conseiller municipal, ce que je demanderais à l'État, c'est de donner un peu plus d'autorité à M. le maire, qu'il puisse recruter des ingénieurs. Parce que vous ne pouvez pas développer si vous n'avez pas d'ingénieurs. Vous n'avez pas d'ingénierie. Et les maires ne peuvent pas recruter à plus que le bac. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que l'État se résigne un peu de donner un peu plus de financement au niveau des mairies. Je crois que cette équation est plus facile à résoudre. Et ce que moi je voudrais signifier aux auditeurs, aux téléspectateurs, c'est de ne pas avoir peur du niveau d'endettement du Cameroun. Pour le moment, nous sommes sur le coup de la vigilance. Parce que l'endettement contacté par le Cameroun vise à financer les grands projets structurants. Et ces grands projets, c'est des projets qui seront très rentables dans l'avenir et qui pourront rembourser ces dettes. En l'occurrence, j'ai cité tout à l'heure le port de Natigal. Nous allons vendre beaucoup d'énergie. Nous serons à plus de 420 mégawatts. Ce sera tous les barrages du Cameroun réunis. Nous avons l'autoroute Douala-Yaoundé. S'il s'achève aujourd'hui, vous verrez que au lieu d'emprunter, je vais un peu vous expliquer quelque chose. Lorsque vous avez votre conteneur, peut-être au port autonome de Douala, pour que vous le transportez du port autonome de Douala jusqu'à la Camraï, il faut une manutention, il faut beaucoup de tracasseries. Et quand vous mettez votre conteneur sur Camraï, ça arrive à Yaoundé par exemple, vous verrez qu'il faut encore une manutention pour porter ça et amener à l'entreprise. Par contre, l'autoroute Douala-Yaoundé, en 2 heures de temps, une fois le conteneur posé sur le camion, en 2 heures de temps, le conteneur se retrouve à Yaoundé et ça ne va pas à Camraï, ça va directement en entreprise. Donc vous gagnez en temps et en argent. Mais cette partie de l'autoroute que vous décrivez, c'est juste sur quelques kilomètres. Avant d'y arriver, la deuxième phase sera EDA. La deuxième phase sera EDA. Donc, nous disons qu'avec le temps, l'autoroute, c'est un projet à long terme. Et on finance un projet à long terme par un endettement à long terme. Alors, l'autoroute connaîtra un aboutissement et l'autoroute en lui seul pourra rembourser la dette et optimiser. Beaucoup d'entreprises vont optimiser à partir de cette autoroute. L'idée générale dans cette affaire, c'est de dire aux Camerounais que les 5,7% ont été concoctés pas pour manger, comme on dit vulgairement au quartier. Comment le prouver? Pas pour... Oui, il faut tout simplement, M. Aloïs vous disait tout à l'heure qu'il est arrivé au port de Kribi, c'est gigantesque. Moi, j'étais là-bas. C'est que... Bon, tout le monde ne peut pas percevoir cela. Il faut se déplacer, il faut faire des déplacements. Lorsque vous arrivez même à Kribi, quand vous empruntez l'autoroute qui vous amène au port autonome, vous comprenez quand même qu'il y a eu de l'énergie. Il y a eu beaucoup de financement. Donc, il faudrait dire aux Camerounais que peut-être dans le passé, ce n'était pas le cas. Mais cette fois-ci, l'argent aboutit à quelque chose. Si vous arrivez à Nactigal maintenant, vous allez voir, c'est tellement gigantesque, il n'y a rien à EDA. Il n'y a rien à EDA. Donc maintenant, quand vous arrivez, vous avez vu dernièrement le docteur Manaouda Marachi a installé les hôpitaux régionaux dans presque 4 régions du Cameroun avec des infrastructures de pointe. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais pourquoi se contenter du peu quand on peut faire mieux? Surtout quand on contracte une dette comme celle-là, la récente. Oui, les dettes sont dirigées. Je crois que les non-économistes sont soit influencés par les chiffres. Parce que quand on va vous dire 1000 milliards, vous, dans vos têtes, vous croyez que 1000 milliards, c'est des... Je ne dis pas vous, hein, quand je parle de vous, je parle de ceux qui nous écoutent. D'aucuns pensent que 1000 milliards, c'est tellement énorme que... Non! Un projet comme celui de Nactigal,
Il faut descendre dans l'eau, il faut des études aérospatiales, il faut. C'est énorme. Et c'est le chiffre qui cogne dans les têtes des Camerounais. Ce n'est pas le chiffre. Regardons les réalisations et restons figés sur les réalisations. En fait, mon véritable problème, c'est quoi? C'est que lorsque ces réalisations-là vont produire, et c'est là où je rejoins le docteur, que nous laissons un peu, nous baissons un peu le budget de fonctionnement qui est à 60%, si on peut renverser les tendances, que le budget de fonctionnement revienne à 40% et que le budget d'investissement aille à 60%. Parce que c'est ce que nous déplorons, que comment dans un pays qui se veut émergent, le budget de fonctionnement est plus grand, plus élevé que le budget d'investissement. La dette des entreprises, des entreprises publiques est à environ 7... Pardon 13 000 par là. Voilà. La dette interne. Elle est à peu près à 7% par là. Est-ce que ces entreprises-là sont capables de rembourser, d'éponger leurs dettes? Forcément, elles peuvent rembourser. Mais en fait, Claude Maillot, le problème crucial de tous ces débats que nous faisons, c'est réside sur un seul point. Quel est l'usage que nous faisons de la dette? De cet argent, oui. C'est ça le problème. J'apprécie bien la défensive de Yenga. Il développe mes raisonnements bien. Mais lorsque vous prenez une autoroute comme celle, je ne sais pas, il faut dire en projet, en réalisation, entre Douala et Yaoundé, et que la seconde phase vous donne des chiffres qui donnent du tournis. On vous dit le kilomètre à combien de milliards là? 1 milliard, voire 2 milliards de kilomètres. Vous demandez, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer entre temps? Et donc, c'est cette majoration des chiffres qui fait qu'à la fin, on s'interroge. Le sentiment du vol naît et se cristallise. Parce que les études faites par le FMI nous ont prouvé que le kilomètre de route coûte plus cher que partout ailleurs. Et si on est un pays extraordinaire. C'est le relief? Non, ce n'est pas un argument. Il parle du relief. Non, c'est pas ça un argument. Vous allez nous parler du relief. Que vont nous dire ceux qui sont dans d'autres zones? Je vous rappelle que les années 80, Cogefa a fait des routes dans ce pays qui sont des phases éternelles, avec des montants qui étaient aussi acceptables. Mais aujourd'hui, nous avons des routes qui coûtent plus cher et qui sont biodégradables. C'est-à-dire que vous pouvez cracher sur un bitume, il se dégrade. Bon, elles sont à durée déterminée. À durée déterminée. Ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, le sentiment qu'il y a, c'est que, voilà, on a créé des passerelles pour qu'aujourd'hui, on gagne le marché et qu'au plus, 6 mois plus tard, qu'on revienne encore dessus, on gagne encore ce bon marché. Et donc, à ce niveau-là, c'est notre patriotisme économique qui est en question. Parce que c'est vrai qu'on vous dit, voilà, j'écoutais encore Nganou du Messi quand il était encore Minepat, aujourd'hui on se retrouve au Chicam, c'était encore le Chicam, et il se pose dans 2 problèmes là. C'est que les patrons lui disent, monsieur Nganou, vous êtes distant. Pour que nous on vous rencontre là, c'est un problème. Nganou, il dit, bah, qu'est-ce que vous voulez? Alors ils lui disent, nous voulons avoir des contacts téléphoniques. Nganou il parle au micro, et là il communique son numéro 699, la suite je ne connais plus. Il communique son numéro au patron. Il lui dit, bon écoutez, c'est lui qui veut m'appeler, ne passez plus par les audiences, appelez-moi, dites-moi qui vous êtes, je vous donnerai une réponse. Il a la communique pas. Alors le second projet, le second volet de cette séance-là, c'est qu'on lui dit, les patrons lui disent, écoutez, pourquoi vous donnez toujours les marchés aux étrangers? Quand ce n'est pas des Chinois, c'est des Français. Et nous, ici, on est en mesure de financer nos routes et vous nous négligez. Quelle était sa réponse? Très bien. Pour faire court. Il a dit, ceux qui financent gagnent les marchés. Concrètement, donc, quand c'est l'AFD qui finance un projet, il est tout à fait loisible. J'ai failli dire obligatoire. Que le marché lui soit attribué. Exactement. C'est la réponse qu'il Nganou avait donnée à l'époque, il aimait les pattes, qu'il avait donné au patron. Donc, moi je pense qu'on peut renverser la donne. On peut bien le faire. Si on parle vraiment
l'import-substitution. Et qu'on veut donner tout le sens raisonnable au milieu du Cameroun, eh bien, il faut aller au GECAM. Claude Marie, je suis sûr que si on y va, vous y trouverez les patrons qui sont en mesure. Où est passé Ketch? Pourquoi Ketch ne travaille plus? Où est passé, bon, un autre gars qui est passé parce qu'il était un peu déçu, Arab Contractor? Pourquoi il est passé? Donc, quand j'évoque Arab Contractor et Ketch c'est beaucoup plus dans le volet du Cameroun. Maintenant, pour le côté d'Arab Contractor, c'est que c'est des lenteurs administratives. Vous avez gagné un marché, que vous avez préfinancé, et maintenant, au moment où vous faites payer, c'est à quoi la bannière? Le docteur Ombé proposait tout à l'heure un renforcement de la collaboration, du partenariat public-privé. Là, je le rejoins. Voilà, pour permettre au Cameroun d'être plus autonome. Mais écoutez, il faut que des gens... Et là, ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas Paul Biya qui vient le faire, c'est son MINFI, son MINEPAT et son MINEMAP. C'est vrai que le MINEMAP, il est délégué. C'est lui qui s'occupe des marchés publics. Voilà, et donc là-bas, le Premier ministre, c'est le président. Le président aussi. Mais ce que moi je voudrais, c'est que, qu'on s'assied vraiment et que, à la fin, je dise, donnons des marchés aux Camerounais et contrôlons. De telle sorte qu'à la fin, chacun soit en mesure de se dire, voilà, il a gagné un marché. Un dernier détail, Volkswagen. 10 secondes, on n'a plus de temps. Quand je causais avec les Allemands, mes amis allemands, et quand vous dites Volkswagen, la voiture du peuple, Das Volkswagen, le peuple, la voiture. Chez eux, donc, c'était un défi. Il fallait que lorsque le véhicule passe en route, que chacun se dise, les sièges, c'était moi, les roues, c'était moi. Chacun, c'était collectif. Donc il faudrait que on ait un peuple dans lequel chaque Camerounais est appelé à agir dans le secteur dans le secteur public, soit habité par l'amour du Cameroun. C'est noté, donc l'autonomie financière du Cameroun viendrait déjà des Camerounais, entre autres. C'est comme ça qu'on peut résumer. Il viendra des Camerounais. Et il faut que Aloïs comprenne qu'en fait, ce qui nous finance, il y a ce qu'on appelle la finance, la théorie de la porte tournante. Ça veut dire qu'on vous finance et les fonds ressortent comme ces fonds sont entrés. Ça veut dire qu'on finance, mais on vous conditionne que, ok, si le pont devait coûter normalement 1000 milliards, on dit on vous donne 1 milliard, 1500 milliards, mais la condition c'est que c'est une société. Malheureusement, on n'a plus le temps, risque d'être coupé par la régie. Merci à nos invités, merci à Loïs, merci Dr Ombé, merci Jean-François, merci à vous à la maison de nous avoir suivis, merci aux équipes techniques également. Très bonne fin de soirée, rendez-vous demain, 19h30.